40 secondes, tout va bien. Vous avez 24 années de vacances à prendre? Pourquoi ne pas visiter les 2 planètes les plus lointaines de notre système solaire? Il faut absolument visiter le reste du système solaire après la ceinture d'astéroïdes. On y trouve 2 géantes de gaz gelé. L'une d'elles porte un nom amusant. Je prononce Uranus. Depuis l'espace, Uranus semble paisible. Mais pourquoi cette planète est-elle inclinée? Voici Neptune, la seconde planète bleue et la dernière de notre système solaire. À une telle distance du Soleil, on attendrait d'elle une activité très réduite. Mais quelque chose y donne naissance aux vents les plus violents du système solaire. Et qu'est devenue sa grande tache sombre? Cette planète peut modifier ses taches, contrairement au léopard. Uranus et Neptune, les 2 géantes glacées. Attachez vos ceintures pour un voyage incroyable vers les 2 planètes les plus lointaines et les plus mystérieuses de notre système solaire. C'est le moment idéal pour nous rendre là où l'homme n'est jamais allé. Suivre les traces de nos sondes et visiter les planètes du système solaire. Le décompte continue. Vous rêvez de devenir astronaute? Imaginez-vous en train de foncer dans cette zone obscure et glaciale qui commence après l'orbite de Saturne. Ici, le plus petit voyage prend des dimensions épiques. Ceci est votre guide touristique du système solaire externe. Première étape, Uranus. Au premier abord, la 7e planète du système solaire offre l'aspect d'une gigantesque boule de brouillard vert-bleu. Mais lorsque vous franchissez le voile glacé d'Uranus, vous pénétrez dans un monde apparemment sans limite. Car cette planète est presque entièrement composée de gaz. Hydrogène, hélium, ainsi qu'une goutte de méthane qui lui donne sa couleur. On a du mal à décrire l'impression ressentie au cœur de ces planètes gazeuses géantes qui sont tellement différentes de notre Terre. La 3e plus grosse planète possède au moins 13 anneaux. Mais contrairement aux larges anneaux de Saturne, ils sont fins et sombres. On sait peu de choses sur leur origine, mais ils pourraient être le résultat de collisions avec un petit groupe d'au moins 27 lunes. Mais la caractéristique la plus étonnante d'Uranus est son axe incliné. La seule planète du système solaire couchée sur son orbite évoque une cible géante. L'explication de ce phénomène est pour le moins étonnante. Je suis fascinée par Neptune et Uranus parce qu'elles restent largement inconnues. Un seul appareil les a observées au cours d'un survol très bref. Heidi Hammel est astronome. Elle se dirige vers les géantes glacées, ou du moins s'en approche le plus possible tout en restant sur Terre. Le plus fascinant chez Uranus est son basculement complet sur le côté. Son atmosphère change radicalement en fonction des saisons. Ses anneaux fins sont également très intéressants. Voici le nuage et bien entendu les anneaux. C'est une belle image d'Uranus. À 2,7 milliards de kilomètres de distance, l'un des plus hauts télescopes du monde est capable d'observer la planète qui s'éveille à la vie.
Uranus vient de traverser une saison très particulière, l'équinoxe. Le pôle Nord est exposé au Soleil pour la première fois depuis 20 ans et se réveille avec une activité nuageuse dynamique très variée et inattendue. Nous sommes fascinés devant ces données et nous révisons nos connaissances sur le système d'Uranus. Nous sommes des astronomes très heureux. Pour la première fois, ce lointain avant-poste est observé sous un nouvel angle. Il faut aborder maintenant le nom d'Uranus, source d'une quantité intersidérale de mauvais jeux de mots. Je prononce Uranus. Les gens pensent au mot anus. Uranus. Je prononce Uranus, ce qui est probablement très proche de la prononciation originale du nom du dieu dont elle tire son nom. Si vous trouvez qu'Uranus est un drôle de nom pour une planète, vous préférerez peut-être son nom d'origine. George. Découverte par William Herschel en 1781, elle est baptisée Georgium Sidus, en hommage au roi d'Angleterre George III. Mais la coutume de baptiser les planètes d'après la mythologie l'emporte et la planète George est oubliée. Uranus serait probablement resté une tache bleu-vert dans l'œilleton des télescopes, sans un brillant spécialiste des fusées et un peu de chance. Dans les années 60, on pensait qu'il était impossible d'explorer des planètes aussi lointaines. Stagiaire au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, Gary Flandreau est chargé d'étudier les conditions d'un voyage vers les planètes externes. J'ai d'abord dessiné le système solaire. J'ai remarqué que toutes les planètes externes seraient alignées avec la Terre à la fin des années 70. Je pouvais presque tirer un trait entre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton n'en faisait qu'à sa tête, mais ce n'était pas grave. Ce travail de fin limier scientifique révèle l'existence d'une conjonction très rare et d'un alignement parfait des planètes, idéal pour une visite. Tous les 176 ans, il est possible d'approcher les 4 géantes avec un vaisseau spatial. C'était en 1977 et nous avons créé la mission Voyager dans ce but. Une série complexe d'expériences baptisée Voyager a été créée afin d'observer pour la première fois les planètes géantes. Exploit technologique sans précédent, 2 appareils sont construits en 12 ans et le réseau de stations de télécommunications prend une ampleur sans précédent. On l'appelle système solaire externe parce qu'il est situé très très loin. Il faut absolument visiter le reste du système solaire après la ceinture d'astéroïdes. Voyager nous a montré ce qu'il y avait là-bas. Voyager emporte même un message de la Terre sur un disque en or, au cas où la sonde rencontrerait des extraterrestres. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Konnichiwa. O genki desu ka? Hola y saludos a todos. Nous savions que les sondes Voyager seraient les premières à atteindre l'espace interstellaire. On a pensé à une présentation de la Terre, puisque nous pouvions à présent envoyer un message depuis notre système solaire en orbite autour du centre de notre galaxie. Lancées à quelques semaines d'intervalle en 1977, les sondes jumelles Voyager commencent leur incroyable épopée. C'était un moment historique. Faire partie de cette mission, de cette entreprise formidable, observer de près ces planètes pour la première fois, c'était grisant. Que ressentiriez-vous si vous vous lanciez sur les traces de Voyager et reviviez ainsi l'une des plus formidables missions spatiales ?
Lancer une sonde vers ces géantes de glace est une chose. Envoyer des hommes dans l'espace à des milliards de kilomètres en est une autre. Atteindre ces géantes de glace est très difficile. Je ne sais pas ce que diraient mes enfants si je partais pour une mission de 24 ans vers Neptune. Je ne crois pas qu'ils apprécieraient. Le voyage vers le système solaire externe commencera sur ce pas de tir. Le lancement est un moment très risqué. Il vous faudra un engin spatial. Voici Orion, le vaisseau spatial de demain. C'est une maquette du cockpit d'Orion. Nous allons décoller avec pour comprendre à quoi ressemble un séjour dans l'espace. L'astronaute Lee Morin est familier des engins spatiaux. Il a passé presque 300 heures en orbite et participe à la conception du cockpit d'Orion. C'est un moment risqué et chacun retient son souffle. 4, 3, 2, 1... Notre fusée à destination des géantes de glace s'élance. Décollage. On vient de décoller. On a quitté la tour. À ce moment-là, je suis sur le dos attaché fermement et je commence à accumuler les jets. J'ai l'impression que quelqu'un est assis sur ma poitrine. Comme lorsque la terreur de la classe s'assoit sur vous et vous flanque une raclée. Ça me fait penser à ça. En route pour Uranus et Neptune, sur les traces de Voyager. Il nous faudra environ 8 minutes et demie pour atteindre l'espace. Lorsque l'on monte, le ciel s'assombrit. À quoi peut bien ressembler une mission de 24 années? Que verrons-nous? Que ferons-nous? Comment y survivrons-nous? Vous projetez des vacances sur Uranus? Le moment est venu de découvrir ce qui vous attend. « 63 fois plus grosse que la Terre, cette planète ne vous laissera fêter qu'un seul anniversaire. Car il lui faut 84 années pour faire le tour du Soleil. Uranus et sa sœur Neptune doivent leur surnom de géantes glacées à leurs atmosphères glaciales, moins 215 degrés Celsius. La particularité la plus visible d'Uranus est son inclinaison délirante. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Selon l'explication traditionnelle, Uranus, au cours de sa formation, a pu être heurté par un bloc exceptionnellement gros de divers matériaux qui l'a basculé sur son flanc. Malheureusement, d'après les calculs, c'est impossible. Il est presque impossible de trouver un corps suffisamment gros et rapide pour renverser Uranus sur le flanc de manière plausible. On pense maintenant qu'au lieu de subir un choc, Uranus aurait été déséquilibré par les forces gravitationnelles de ses voisines géantes. L'inclinaison d'Uranus provient d'interactions complexes avec Saturne, Neptune et même Jupiter. Toutes ces planètes ont des effets gravitationnels les unes sur les autres bien plus subtils que nous le pensions. Il s'agit de dynamique et non d'un grand choc planétaire. Imaginons que la Terre est également basculée. Les jungles équatoriales seraient gelées. En été, le cercle arctique s'évaporerait pour se transformer en paradis tropical bouillant. Où serait le nord? Où serait le sud? On peut se lancer dans des discussions de comptoir interminables et passionnées avec les astronomes sur le pôle nord d'Uranus. Mieux vaut éviter le sujet. Si une inclinaison de la Terre provoque un chaos météorologique, qu'en est-il sur Uranus? Ces nuages ont-ils le même axe de rotation que son inclinaison?
Les scientifiques avaient beaucoup de questions à poser à la première géante glacée. Lorsque Voyager arrive dans le système solaire externe dans les années 70, il renvoie des images fantastiques de Jupiter, de Saturne et de leur lune. C'est toute la beauté de Voyager. On a vu tant de choses pour la première fois et tout était si différente. Être sur place quand les photos arrivent, c'est comme être sur le pont de l'Enterprise. On a vraiment l'impression d'y être, que ce sont vos écrans de contrôle, que vous recevez les comptes rendus des mondes extraterrestres que vous contemplez. Qui pourrait avoir assez de photos des anneaux de Saturne? Que vont révéler les caméras de Voyager, braquées sur Uranus, la planète renversée? Uranus est une véritable énigme pour nous. On ne savait pas à quoi s'attendre. En 1986, après un voyage de 10 ans dans l'espace, on fonde de grands espoirs sur la 7e planète du système solaire. Vue de la Terre, elle semblait terne. Et franchement, vue de Voyager aussi. Les images d'Uranus étaient assez décevantes. C'est une planète très terne, avec peu de nuages. Il ne se passe rien sur Uranus. Voici les premières images d'Uranus prises par Voyager 2. La planète semble aussi calme qu'un lac. On n'y distingue aucun nuage. On n'entend aucun bruit. Nous n'avons pas entendu le moindre murmure avant de rencontrer Uranus. Contrairement à Jupiter, dont les champs magnétiques rugissent à travers les ondes radio, Uranus est tout d'abord muette. La source radio se trouvait de l'autre côté de la planète, avec les grands champs magnétiques. Ils rayonnaient loin de la sonde. Voyager découvre que le champ magnétique d'Uranus est considérablement décalé. Un hémisphère abrite des champs magnétiques très puissants, plus puissants que celui de la Terre. L'autre hémisphère, pointé vers le Soleil, possède un champ magnétique très faible. Les champs magnétiques des planètes résultent des mouvements de particules chargées. Sur Terre, ils se produisent dans notre noyau constitué de fer en fusion. D'où provient le champ magnétique d'Uranus? Ici, beaucoup de phénomènes restent invisibles à l'œil nu. Il est temps de commencer notre exploration. Vu de l'espace, Uranus ne se dévoile que très peu. Mais si l'on traverse ces nuages apparemment paisibles, on pénètre dans un monde qui est tout sauf calme. Imaginons que je descende sur Uranus en chevauchant une sonde atmosphérique. Ouvrez le hublot de votre appareil et vous comprendrez vite pourquoi on l'appelle géante glacée. Les couches supérieures de son atmosphère contiennent un mélange de cristaux gelés de méthane, d'hydrogène et d'hélium. On traverserait peut-être ces énormes nuages en forme d'enclume. On les observerait à la recherche d'éclairs. On écouterait le tonnerre. Cette chute libre donne l'impression de tomber dans une immense crème glacée verte. Mais plus on descend, plus l'atmosphère se densifie et s'échauffe. La température atteint des milliers de degrés. Cette chaleur est un vestige des origines de la planète. Puis la pression augmente et le gaz se transforme en fluide ou en liquide sans véritable transition. Il y a augmentation continue de la pression et de la densité. Si vous descendez encore, vous commencerez très vite à bouillir dans une mer apparemment sans fond, plus de 2000 fois plus profonde que l'océan Pacifique. Dans ces profondeurs, à mi-chemin du centre de la planète, palpite le champ magnétique distordu d'Uranus. Si vous pouviez observer la surface de la dynamo à l'origine de ce champ,
vous distingueriez des éléments liquides en mouvement. Ils sont si conducteurs qu'ils attirent des lignes de champ. Pourquoi le champ magnétique d'Uranus provient-il d'ici et non du noyau? Le mystère reste entier. Si l'on pouvait continuer, on atteindrait peut-être un noyau, mais sans certitude. C'est intéressant, non? On ne sait même pas si Uranus a un noyau. Une chose est certaine. Au cœur d'une planète d'eau et de gaz à des températures dépassant 2300 degrés Celsius, aucune vie ni aucun robot ne pourrait survivre longtemps. Impossible de survivre dans de telles conditions. Une sonde qui entrerait dans cette atmosphère s'évaporerait. Elle se fondrait dans l'atmosphère qu'elle étudiait. La perspective d'être vaporisé par une boule de gaz géante ne vous enchante pas? Ne vous inquiétez pas, il reste beaucoup d'autres choses à voir et à faire. Promenez-vous dans le ciel d'Uranus. Choisissez parmi ces 27 lunes qui portent souvent des noms de personnages de Shakespeare. Si je devais faire du tourisme dans le système d'Uranus, j'irais voir Miranda. Miranda est dotée d'un diamètre de seulement 470 km et d'une surface à peu près équivalente à celle de la France. Mais son relief est différent de tout ce que l'on peut voir sur Terre. C'est une lune intéressante avec sa forme de puzzle. Elle semble avoir été assemblée par un potier peu soigneux. On trouve des morceaux de ceci et de cela qui donnent l'impression d'avoir été plaqués là. Franchement, on ne comprend pas encore très bien Miranda. Une fois sur place, difficile d'ignorer l'autre attraction touristique d'Uranus. Ses 13 anneaux, aussi fins que des rasoirs. Les principaux anneaux d'Uranus sont très étroitement confinés et séparés par de grands espaces, comme une série de hula-hoop de plus en plus large autour d'Uranus. L'origine de ces anneaux reste assez mystérieuse. Ils pourraient provenir d'un grand chamboulement cosmique. Les 5 grands satellites d'Uranus sont stables sur des orbites très régulières. Mais d'autres objets, surtout les satellites extérieurs, comme l'ont montré les modèles scientifiques, entrent souvent en collision. S'ils s'approchent trop d'Uranus, ils peuvent se briser. Uranus possède une série très complexe d'anneaux constitués de débris de satellites. Cette planète, qui a toujours été une source de plaisanterie, finit par avoir le dernier mot. Parce qu'elle offre son meilleur panorama vu de dos. En nous éloignant d'Uranus, nous avons vu derrière nous les anneaux avec un grand angle de phase. Quand votre pare-brise est sale, les particules de poussière s'illuminent dans le soleil couchant. C'était la même chose dans le système d'Uranus. Je me souviens de l'image qui est apparue, ligne après ligne, et de cette grande joie en se disant « Mon Dieu, on ignorait qu'Uranus était aussi spectaculaire !» Profitez une dernière fois de la vue, car c'est la dernière avant 3 ans et l'approche de Neptune. N'oubliez pas de vous trouver des occupations, car rester enfermé dans cette boîte de ferraille vous tapera certainement sur le système. Dans l'espace, à de telles distances, il faut prendre en compte l'impact psychologique de l'environnement. Vous vous retrouvez dans un environnement clos, confiné, quasiment privé d'intimité. La mort n'est jamais très loin. Il faut trouver un moyen d'empêcher l'équipage de devenir fou. Vous êtes libre.
Ces voyageurs de l'espace savent qu'il est possible d'y devenir fou. Nous félicitons les explorateurs, les organisateurs et les scientifiques. Cet accueil en fanfare marque la fin d'une mission de 105 jours. Ces hommes n'ont pourtant pas bougé d'1 millimètre. Le programme Mars 500 consiste à simuler une mission vers Mars. Nous voulons recréer sa durée, l'enfermement et les facteurs psychologiques et physiologiques. Isolé dans un entrepôt de Moscou, cet équipage a vécu au quotidien une véritable mission au long cours. Ces hommes ont été suivis par une équipe de psychologues et de médecins qui a étudié leur santé mentale dans ses moindres détails. Il n'est pas toujours facile de vivre dans une zone confinée aussi longtemps. On se sent en permanence limité car l'espace est limité. Il n'y a pas de lumière du jour, pas de nature. Tout ça a affecté l'équipage. Les conséquences psychologiques de cette mission sont encore à l'étude. Je dirais que les 6 membres d'équipage s'entendent bien ensemble, si l'on considère qu'il y a un Français et un Allemand d'un côté et 4 Russes de l'autre. Leurs relations sont apparemment excellentes. Il semble que personne ne soit revenu fou de cette mission. Mais pendant le voyage vers les géantes glacées, si l'isolement ne vous rend pas fou, la nourriture le fera peut-être. Pour rester en bonne santé, sans fruits ou légumes frais, nous mangions des petits pots pour bébés. Ce n'est pas notre nourriture habituelle, mais elle nous maintenait en bonne santé. Et j'ai trouvé que ce n'était pas si mauvais. Manger des petits pots pendant 105 jours est déjà un exploit. Mais qui supportera ça pendant 24 ans? Quittons Uranus pour sa sœur de glace, Neptune, une autre mystérieuse boule de gaz gelé. Nous y découvrirons que le système solaire peut encore nous montrer quelques tours de magie incroyables. En approchant de Neptune, préparez-vous à une surprise. Car aux confins du système solaire se trouve une deuxième planète bleue. Contrairement à Uranus, Neptune était belle au premier regard, surtout quand on a sorti les premières photos en couleur, parce qu'elle possédait une atmosphère bleu-vert et des nuages blancs. On ne pouvait pas s'empêcher de penser à la Terre. Neptune est 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. Ici, notre étoile n'est plus qu'un point lumineux. Les journées sont courtes et ne durent que 16 heures terrestres. Mais le calendrier neptunien est épais, puisqu'une année comporte 90 000 jours. La planète parcourt son orbite autour du Soleil en 165 ans. Comme sa voisine, Neptune est une boule géante d'hydrogène et d'hélium et doit sa couleur à une pincée de méthane. Mais ce bleu si vif est également dû à un autre composé chimique. En fait, quelque chose dans les nuages de Neptune produit ce bleu éclatant. Mais nous ignorons encore quoi. C'est l'un des mystères que nous tentons de résoudre avec nos télescopes terrestres et spatiaux. Il y a un peu moins de diffusion dans l'atmosphère. Les couches de méthane y sont plus denses. Le rouge est encore mieux absorbé par l'atmosphère. Neptune est donc plus bleu que verte. Il existe une autre énigme. Quelle est l'origine de ces vents les plus violents du système solaire qui balaient Neptune? Et pourquoi les taches de Neptune disparaissent-elles presque aussi vite qu'elles apparaissent? Encore plus intriguant, sa lune Triton possède un secret qui résiste à tous les spécialistes. En approchant de Neptune, qui grandissait de plus en plus sur les écrans du centre de contrôle,
Nous avons été fascinés en voyant que Neptune possédait, contrairement à Uranus, une grande tache dans son atmosphère. Voyager a vu plusieurs taches sombres, dont celle baptisée avec imagination la grande tache sombre. Ça ressemblait à une grosse goutte d'encre dans un tourbillon d'eau. D'une taille comparable à celle de la Terre, la grande tache sombre est en fait un grand trou, laissant apparaître des nuages plus sombres en dessous. Cette tempête tourbillonnante créait un trou dans les nuages et laissait voir les couches inférieures. Elle n'avait pas l'air stable. Elle semblait capable de se désagréger à tout moment. On n'a pas été très surpris qu'elle disparaisse en moins de 5 ans. En 1994, lorsque la NASA pointe sur Neptune Hubble, son télescope spatial, la grande tache sombre a disparu. Cette planète modifie ses taches, contrairement au léopard. Ces taches ont radicalement changé en 5 ans, à notre grande surprise. Cette planète est d'un type différent. Depuis, d'autres taches sont apparues et ont disparu. On suppose qu'elles ont un lien avec les violents vents équatoriaux. Si vous plongez dans l'atmosphère de Neptune, vous surferez vite sur les ciels les plus rapides du système solaire. Cette soufflerie de Los Angeles est anémique si on la compare au vent de Neptune. Car sur la dernière planète du système solaire, les vents fouettent l'équateur à près de 2 fois la vitesse du son. Quelle est l'origine de ce climat? 2 choses. Le Soleil, comme pour la Terre, bien qu'il soit très faible pour Neptune. Ensuite, Neptune a conservé de la chaleur qui jaillit sous forme de gaz chaud. Les planètes se sont formées par accrétion de divers matériaux. Leur écrasement a dégagé de la chaleur qui se retrouve encore en partie au cœur de Neptune. La chaleur de Neptune sort sous forme de courants ascendants qui provoquent les courants de jet et créent un immense système météo. En l'absence de grand relief, les courants de jet de Neptune ne sont pas freinés et poursuivent indéfiniment leur route. Les vents de Neptune ont peut-être augmenté avec le temps. Ils sont devenus très rapides, même avec une énergie de départ très faible. Mais que trouve-t-on sous la chape de ces vents effroyables? Cette planète mérite-t-elle de porter le nom du dieu marin? Est-il possible de voguer sur une mer neptunienne? Quasiment tout Neptune et son système sont liés à l'eau d'une manière ou d'une autre. La plupart des experts s'accordent sur une chose. Neptune possède beaucoup d'eau. On n'a aucune certitude sur la forme qu'elle prend. Mais chacun, ou presque, a son opinion sur le sujet. Il y a beaucoup d'eau sur Neptune, mais elle se trouve très en profondeur et est probablement trop chaude pour être liquide. Ici, on macère comme dans un sauna et la pression a transformé les gaz en liquide, comme Uranus. Ce n'est pas un océan, mais un mélange étrange de matière liquide qui se densifie avec l'augmentation de la pression. Sur Neptune, un océan ne pourrait exister que dans les profondeurs de la planète. Nous ne pourrions pas faire flotter à l'extérieur un vaisseau spatial ou ce bateau. Sur Terre, la chaleur et l'eau sont des ingrédients indispensables à la vie.
Existe-t-il alors une chance de rencontrer un Neptunien? On trouve de la chaleur, des hydrocarbures et de l'eau. Des formes de vie auraient très bien pu se développer. Je crois pourtant qu'elles ne seraient pas très complexes. Mais qui sait? Des raies nagent peut-être au fond de l'océan. Si vous n'aimez pas les eaux profondes, ne vous inquiétez pas. Comme pour sa voisine de glace, il y a beaucoup à voir sur Neptune sans se mouiller. Nos spécialistes des anneaux trépignaient quand nous approchions de Neptune, parce qu'on ne savait pas bien si elle possédait des anneaux à proprement parler. Nous pensions qu'il s'agissait d'arcs. Une fois sur place, nous avons découvert des anneaux diffus, complets, mais aussi des arcs plutôt opaques. Ce ne sont peut-être pas les plus beaux anneaux du système solaire, mais ils méritent quand même une photo souvenir. Les anneaux de Neptune sont irréguliers. Certaines parties sont très brillantes, d'autres très fines. Ces particules sont extrêmement sombres. Il s'agit peut-être d'un mélange de glace et de matière organique ou inorganique. Elles réfléchissent mal la lumière solaire et sont donc très très sombres, contrairement aux anneaux de glace lumineux de Saturne. Ces arcs effilés semblent tenir par la gravité de minuscules satellites, appelés lunes bergers. J'ai personnellement travaillé là-dessus pour comprendre comment ces anneaux se trouvaient là. Nous avons découvert qu'ils étaient maintenus par une lune découverte par Voyager dans la région de l'anneau. En tant que spécialiste des anneaux, j'aimerais beaucoup en récupérer quelques particules. J'aimerais avoir un jet ski spatial pour explorer les anneaux de Neptune. Les arcs des anneaux de Neptune sont uniques dans le système solaire. Mais la véritable attraction de Neptune, c'est sa lune, Triton. Pour atteindre Neptune, vous devrez sacrifier 24 années de votre vie et voir une quantité de films pendant le voyage. Et si vous attrapiez un grand coup de froid? La biostase, autrement dit l'hibernation, a toujours fasciné les auteurs de science-fiction. À l'instar des clients de cette entreprise de cryogénisation d'Arizona, les futurs voyageurs de l'espace risquent de voyager aussi dans le temps. Notre objectif est de les maintenir en biostase jusqu'au jour où l'on pourra les réanimer. Ces fûts contiennent les corps congelés de 88 personnes à la recherche d'une seconde vie. La cryogénisation comporte encore un léger inconvénient. Vous devez préalablement mourir. Mais pour les futurs voyageurs de l'espace, cela pourrait bien changer. On pourrait les mettre en biostase, les placer dans un vaisseau spatial, puis des mois ou des années plus tard, à l'arrivée, les réanimer. Ils ne seraient plus obligés d'être conscients, de manger et de faire tout ce qu'on doit faire quand on est vivant. Des scientifiques étudient déjà des méthodes pour ralentir le métabolisme. On a injecté l'AMP il y a 2 heures. Les souris sont maintenant en hypothermie profonde. Normalement, les souris n'hibernent pas, mais celles-ci ont reçu une injection de nucléotides qui inhibe leur thermorégulation. En baissant leur température interne, on déclenche une hypothermie. 2 heures plus tard, les rongeurs bougent. À présent, les souris sont en train de se réveiller. Bien qu'encore un peu endormies, elles sont en parfaite santé. J'espère qu'un jour, dans moins de 10 ans, on pourra pratiquer des essais sur l'homme. Est-ce là l'avenir des voyages dans l'espace? Si nous voulons vivre ces formidables aventures vers des planètes comme Neptune, la biostase sera probablement incontournable.
Le voyage vers Neptune mérite-t-il vraiment tout ce temps et ces efforts? Oui, si l'on en croit certains scientifiques, ne serait-ce que pour visiter Triton. Je me souviens de la nuit où on a survolé Triton. Nous n'avions pas dormi. Le survol avait lieu à l'aube. C'était tellement insolite. Oh boy. Triton est une lune incroyablement complexe que nous comprenons mal. La plus grande des 13 lunes connues de Neptune, Triton, est recouverte d'une fine couche de glace. Sa surface bosselée présente des motifs uniques en leur genre. La surface de Triton comporte des fossés dits en peau de Cantalou, car ils évoquent la surface d'un melon Cantalou. L'autre aspect intéressant de Triton est son passé tumultueux. Cette lune a certainement été capturée par Neptune. Nous en avons la certitude, car son sens de rotation est contraire à celui de Neptune. Dans ces pixels flous, on distingue la grande attraction de Triton. La caméra de Voyager a saisi des geysers qui jaillissent très haut. On a découvert que la calotte polaire de Triton produit des jets de 15 km de haut. Ils s'inclinent à angle droit en rencontrant un courant dominant dans cette atmosphère très très ténue. On hésite encore à affirmer que ces panaches sont provoqués par la machine thermique interne de Triton ou bien produits par un soleil très faible et très lointain qui pourrait provoquer ces panaches par évaporation. Les volcans de glace de Triton rejettent-ils un mélange opaque sur sa surface luisante? Dans le système solaire, les matières noires nous font penser à des matières organiques. Ça ne veut pas dire pour nous de la vie ou des végétaux, mais du carbone ou des porteurs de carbone. Ce sont les briques nécessaires à la vie. Cette matière noire témoigne peut-être de la naissance d'une chimie prébiotique, pas d'une vie, mais de précurseurs de la vie. C'est notre dernière escale, Triton. Un corps absolument glacial. Pourtant, on y trouve de l'activité. Vous avez enfin atteint le système solaire externe sur les traces de Voyager 2. Après 12 années de voyage, que peut-on visiter rapidement avant de prendre le chemin du retour? Si je visitais le système solaire externe, j'aimerais d'abord me placer sur l'orbite d'Uranus pour contempler ses anneaux. Je crois qu'il s'agit de l'une des plus belles vues du système solaire. J'irai pique-niquer sur Triton avec des vêtements très chauds et une paire de jumelles. S'asseoir sur Triton pour contempler Neptune, cette magnifique planète bleue, ça doit vraiment être quelque chose. Je resterai assise à attendre que le Old Faithful jaillisse, quel que soit le temps nécessaire. Les planètes de notre système solaire externe ont beaucoup à nous apprendre sur les systèmes planétaires. Je crois qu'Uranus et Neptune ont des histoires à nous raconter si nous sommes capables de les entendre. Ce sont les géantes glacées du système solaire. Deux mondes insondables, terriblement lointains et hostiles. Uranus, la planète au nom cocasse et à la beauté cachée. Neptune, son aspect aquatique et sa lune parsemée de geysers. Il est peu probable que des humains s'y aventurent prochainement. Entre-temps, qui sait combien de secrets resteront encore enfouis sous leur glace? C'est là toute la magie des voyages dans le système solaire. Ils sont une source inépuisable de surprises.